Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer par cette présentation. Alors, un sport à geste et tendinopathie, en fait, c'est une citation que j'ai empruntée à un grand médecin de sport, le docteur Jacques Ordino, qui lui a dit un sport, un geste, une pathologie. Là, je l'ai réduit à une tendinopathie puisque c'est le thème qui nous intéresse. Alors, la tendinopathie mécanique est une atteinte du tendon, donc ça a été très bien présenté ce matin, mais pas seulement du tendon, mais aussi de son environnement. Il faut savoir que le tendon, il existe dans son environnement, on ne peut pas le détacher, sa bourse synoviale si elle existe, et ça donne, la pathologie donne une ténosynovite. On ne peut pas aussi le dissocier d'une bourse à côté qui le sépare d'une structure osseuse ou articulaire, et là on parle d'une ténobursite. Et puis, bien sûr, il y a les poulies, il y a les rétinaculums pour les tendons qui vont changer de direction. Et là, on va parler, si c'est atteint, on va parler d'instabilité des tendons. Alors, les tendinopathies microtraumatiques et macrotraumatiques aussi, c'est une classification également et une différence par rapport à l'éthiopatogénie. Il faut connaître la biomécanique des gestes sportifs. Et il faut savoir que le geste sportif est coupable par sa répétition, d'où la notion de technopathie. Bon, la technopathie n'intéresse pas seulement les tendons, mais dans ce thème-là, on va parler des technopathies, des tendinopathies. Alors, la correction du geste sportif constituera-t-elle enfin le traitement étiologique des technopathies? On va commencer donc par les tendinopathies microtraumatiques. Et là, j'ai voulu partager une citation de Moss, le père de l'anthropologie française, qui a dit « Toute technique corporelle est biologique et nécessite un usage particulier du corps en réponse à une tâche motrice. » Alors on va commencer par différents sports. Bon, j'ai choisi, il y a plein de technopathies, bon, j'ai choisi quelques-unes. Je vais commencer par la natation et on va parler du retour balistique, qui est la phase aérienne du geste de la nage, et la tendinopathie de la longue portion du biceps. Alors, il y a plusieurs techniques de nage. On va commencer par la chrome, technique de chrome. Et vous voyez la différence entre les deux images. Alors, il y a un nageur qui fait donc ce retour balistique en flexion du coude et un nageur qui le fait en extension du coude. Et alors, il y a deux défauts techniques pour le premier nageur qui fait le retour balistique en extension du coude. Alors, le premier défaut, c'est une entrée dans l'eau en rotation interne de l'épaule. Le deuxième défaut, c'est l'absence de flexion du coude. Alors la première, elle va favoriser un conflit sous-acromial de la longue portion du biceps avec l'arche acromio-coracoïdienne. Et puis, l'absence de flexion du coude, quant à elle, elle va solliciter ce tendon de l'ambiceps en étirement maximal. Et donc, ces deux conditions mécaniques vont conduire à une tendinopathie du lambiceps. Alors, il n'y a pas seulement ça, mais il y a aussi une hypovascularisation de ce tendon du lambiceps qui a été décrite par des auteurs confirmés en matière de natation. Alors, c'est McNabb et Rapper qui ont montré une hypovascularisation dans cette phase de retour balistique et ajouté donc tout ça à des facteurs mécaniques que je viens de vous montrer, la répétition de ce mouvement va conduire à une tendinopathie du lambiceps. La deuxième technique, c'est la nage en papillon. Et là, vous voyez que c'est plus nocif que la technique de Kroll, puisque les coudes sont en extension. Regardez bien les membres supérieurs qui sont en hyperrotation interne. Donc la rotation interne de l'épaule avec l'extension du coude, là c'est un geste qui est très nocif. Et donc le retour balistique, qu'est-ce qu'on va faire alors pour essayer de limiter les dégâts? Donc il faut changer la technique. Et là maintenant, les nageurs sont conscients, puisque vous voyez l'image en extension du coude, elle est en noir et blanc. Une technique ancienne, ça a été changé au niveau du crawl. Et pour la technique de nage en papillon, il faut rationaliser les doses de l'entraînement en fonction des douleurs du sportif. Et pour donc, la technique de crawl, c'est la correction de la technique. Tout ça, c'est pour arriver, pour essayer de prévenir le tendon et arriver au résultat escompté. Je ne pouvais pas passer sans citer, quand même faire un petit hommage à notre champion Mallory. Là, je passe au tennis. Et les pathologies du tendinopathies du tennis sont nombreuses. Et je vais commencer par le revers et les épicondylopathies latérales, le fameux tennis elbow. Et vous voyez la technique donc, du joueur qui se met, donc, on va voir un peu les phases de ce geste de revers. Donc, alors, la première phase, c'est la phase de préparation. De la préparation jusqu'à la frappe de la balle, le coude est en flexion
le poignet est en flexion palmaire et en pronation. Après, il va y avoir un changement rapide de direction et de la frappe jusqu'au geste d'accompagnement, le coude se met très rapidement en extension, le poignet en flexion dorsale et en supination. Et là, la contraction concentrique du court extenseur radial du carpe et du supinateur avec l'énergie cinétique de la balle. Il faut faire attention, là, il y a une énergie cinétique de la balle, mais il y a aussi un long bras de levier. C'est la longueur de l'avant-bras associée à la longueur de la raquette. Et cette énergie cinétique de la balle avec ce bras de levier important va constituer un moment fléchisseur et pronateur du coude, ce qui va donc réaliser une résistance à cette contraction des tendons suscités et conduire à cette fameuse épicondylopathie. Alors là, c'est un bon réglage du cortage, le cortage de la raquette, donc la tension des fibres, leur diamètre, leur jauge et la texture. Et là maintenant, les constructeurs proposent une large gamme de cordages et chaque joueur est conseillé selon sa technique, selon son niveau, etc. La longueur de la raquette aussi, c'est un élément important lors de la pratique de tennis. Et ces deux facteurs permettront donc de diminuer les contraintes sur les muscles épicondyliens latéraux. On passe à la pathologie du cou droit et la pathologie de l'extenseur ulnaire du carpe. Alors là, l'extenseur ulnaire du carpe, je rappelle, donc il s'insère sur l'épicondyle latéral de l'humérus. Il descend en arrière pour se terminer au niveau de la base de M5, la face dorsale de la base de M5. Son rôle, alors l'extension et l'inclinaison ulnaire du poignet, mais surtout la stabilisation dynamique de la tête ulnaire lors de la pronosupination. Alors lors de la pronosupination, le radius il bouge pour assurer le geste, mais la tête ulnaire aussi elle bouge. Et elle est stabilisée par ce tendon extenseur ulnaire du carpe. Alors la biomécanique du cou droit, de la phase de la préparation à la frappe, le poignet est en flexion dorsale, inclinaison ulnaire puisqu'il tient la raquette, et pour verrouiller la raquette, on passe systématiquement à l'inclinaison ulnaire, et en supination. Donc ceci est possible grâce à une contraction isométrique de l'extenseur ulnaire du carpe. Et au moment de la frappe, et jusqu'à l'accompagnement, il y a un passage brutal vers les degrés de mobilité contraires, c'est-à-dire la flexion palmaire, l'inclinaison radiale et la pronation. Donc il va y avoir un étirement, puis une contraction excentrique de l'extenseur ulnaire du carpe. Alors imaginez ce phénomène qui se répète au niveau de l'entraînement puis au niveau des compétitions, et ça va conduire à la pathologie tendineuse de cet extenseur ulnaire du carpe. Alors il faut savoir qu'il occupe le 6e compartiment des extenseurs au niveau du poignet, qu'il est stabilisé par un rétinaculum propre, et que sa pathologie peut conduire à des ténosynovites, puisqu'il a une bourse synoviale, à la tendinopathie, bien sûr l'atteinte du corps du tendon, à une antésopathie sur la base de M5, et aussi à des ruptures, parce qu'il y a un phénomène d'instabilité, il y a des phénomènes de fissures qui vont avoir lieu par conflit avec le processus styloïde, qui vont conduire petit à petit à sa rupture. Maintenant, je passe à un sport qui m'est cher, puisque je l'ai pratiqué à un haut niveau, c'est le volleyball. Il a été très bien dit lors de la présentation précédente par Dr. Alif que les volleyeurs ont un geste qui est très nocif, c'est un sport d'armée du bras, et les attaquants sollicitent beaucoup leur épaule. Alors un petit mot sur la biomécanique de l'armée du bras. Donc le bras il est en abduction et en rotation externe maximale. Alors les gens cherchent toujours, bien sûr il y a d'autres phases de préparation, la rotation du tronc, l'extension du tronc aussi, mais l'hyperrotation externe et l'abduction, tout ça c'est pour armer le bras, pour le préparer à la deuxième phase qui est la phase d'accélération. Après il y a la phase de transfert d'énergie vers la balle, et après il y a la phase de décélération. Alors la phase qui nous concerne, c'est celle-là, c'est la phase d'armée du bras, et à ce moment-là, le sommet du tubercule majeur, il est en contact avec le bord postérieur de la glande, et c'est ça ce qui se passe en fait, si on regarde au niveau donc, de ce bord externe de la glande, le conflit qui va y avoir lieu entre le toit du tubercule majeur qui constitue l'insertion du supraépineux et le rebord externe de la glande, et c'est là qu'il y avait à avoir l'impingement, ou bien le conflit, ou bien l'entrappement du tendon du supraépineux. Imaginez ce geste se répéter des centaines de fois, et puis les dégâts vont être là certainement. Alors, donc le sommet du tubercule majeur est en contact avec le corps postérieur de la glande. Il y a un conflit entre le tendon supraépineux et le corps postérieur de la glande. Et puis, ça s'appelle le conflit de Walsh, ça a été décrit par Walsh en 1994.
Jones. Et le diagnostic positif, c'est de remettre le bras en même position et ça déclenche une douleur. Mais il n'y a pas que les tendinopathies. Hein. Pour le conflit de Roche, il y a aussi les lésions du bourrelet, les slap lésions et d'autres pathologies. Alors, que peut-on faire dans cette pathologie? C'est la correction, essayer de corriger un peu le geste technique. Alors, comment le corriger? C'est de proposer au sportif une rétropulsion plutôt qu'une hyperrotation externe et lors de la phase de l'attaque de la balle, réaliser une phase d'accélération, réaliser une adduction de l'épaule pour essayer d'ouvrir en arrière l'angle entre le tubercule majeur et la glène et de libérer ce tendon supraépineux. Un autre sport en haltérophilie, alors il y a plusieurs techniques dans l'haltérophilie. Là, j'ai trouvé l'épaulé et la tendinopathie quadricipitale. Je sais que la tendinopathie quadricipitale, ce n'est pas la tendinopathie patellaire. Sur l'appareil extenseur, la tendinopathie la plus fréquente, c'est la tendinopathie patellaire. La tendinopathie quadricipitale constitue 10% à peu près des tendinopathies de l'appareil extenseur. Alors la biomécanique, il faut savoir qu'il y a la phase de soulever. La première phase, c'est le sportif va soulever la charge du sol. Après, il va y avoir une phase de réception. C'est la chute du corps sous la barre. Et c'est à ce moment-là, c'est cette phase qui nous intéresse en fait, puisque c'est dans cette phase de réception qu'il va y avoir lieu un étirement de l'appareil extenseur. Alors cet étirement de l'appareil extenseur va être freiné par une contraction excentrique du quadriceps, et là, c'est la jonction myotendineuse qui va s'ouvrir, qui va souffrir, et c'est la pathologie donc, du tendon quadricipital qui est hyper sollicité dans ce sport. Alors pour la danse classique, c'est vrai qu'on ne le considère pas souvent comme un sport, mais c'est également une activité physique. Et vous voyez là la flexion plantaire de cette danseuse, avec aussi les sports d'impulsion, les sports de saut aussi, on peut voir le syndrome du carrefour postérieur. Alors c'est quoi le carrefour postérieur? C'est l'espace qui se trouve entre le talus en avant, c'est l'espace dans la région postérieure du coude du pied, donc c'est le talus en avant et le tendon achillien en arrière. Donc tout cet espace-là, ça s'appelle le carrefour postérieur, et il y a un conflit dans cette position entre le tendon du long fléchisseur de l'hallux et les deux cornes du talus. Les deux cornes du talus constituent une sorte de tunnel où va passer le long fléchisseur du gros orteil, et il peut être en conflit dans cette zone-là, ce qui va être à l'origine des douleurs. Et le test, c'est la contraction résistée de la flexion du gros orteil. Il y a aussi un autre test, c'est la flexion plantaire rapide qui déclenche une douleur au niveau de la face postérieure du pied, et on peut l'explorer par IRM. Un autre sport, donc c'est l'escalade, et là la position arquée des doigts, rupture des poulies digitales. C'est pas la tendinopathie directe, mais c'est l'environnement du tendon qui est atteint. Il faut savoir que là, c'est un changement de direction avec tout le poids du corps qui est supporté, et avec un risque d'atteinte des poulies digitales, et rupture, donc et conception d'une corde large. Là, c'est la vraie technique qu'il faut utiliser. Alors les novices utilisent la technique arquée, mais là c'est la position correcte pour minimiser les contraintes sur les poulies. Là je passe un seul mot sur les tendinopathies macrotraumatiques. Alors au niveau du sport noble, le boxe, le coup direct, les lésions des extenseurs des doigts. Alors ce qui se passe, c'est qu'au moment du coup, le tendon il est piégé comme un marteau et enclume entre le menton de la victime, si on veut dire, et entre l'enclume de la victime et le marteau, c'est la tête du troisième métacarpien ou la tête du métacarpien en question. Et vous voyez ici la luxation du tendon extenseur commun dans la vallée intermétacarpienne en flexion. Lorsqu'on fléchit le doigt, le tendon se luxe dans la vallée. Et puis là, c'est l'anatomie classique parce que le tendon il est fixé au niveau de la tête métacarpienne par la dossière des interosseux. Et la lésion de la dossière des interosseux fait que le tendon se luxe en bas dans la vallée intermétacarpienne. Le traitement là il est chirurgical, donc c'est une hémisection longitudinale du tendon, et puis on transfère ce tendon là qui a été prélevé vers l'autre partie pour assurer un équilibre, une reconstruction donc de l'équilibre de la stabilité du tendon. Alors en conclusion, il y a un paradoxe. Alors il y a un sport, il y a un geste technique. Ce geste, c'est une adaptation qui est la plus efficiente, la plus efficace, qui va donner le meilleur résultat, qui va ramener à la performance. Le paradoxe, c'est que cette même technique, c'est elle qui est le coupable. C'est elle qui est à l'origine de la lésion tendineuse, qui va diminuer la performance du sportif. Et donc, l'hypothèse, c'est quoi? C'est que la répétition du geste à l'identique
va conduire à une surcharge biomécanique localisée. C'est la répétition qui est à l'origine d'une tendinopathie. Et puis, ça, c'est le cercle vicieux à répétition à l'identique. Il faut peut-être passer au cercle vertueux, au cercle sage de la répétition sans répétition, c'est-à-dire on répète le mouvement, mais avec une bonne technique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, chers confrères. Donc, je vous présente aujourd'hui tendinopathie de l'enfant, mythe ou réalité. Donc, au cours des dernières décennies, le rôle du sport et de l'activité physique est devenu de plus en plus important dans toutes les communautés modernes, en raison des cultures sportives individuelles et différentes habitudes sportives dans différents pays. Le risque de blessure au tendon a donc augmenté et la prévention est devenue importante. Les études épidémiologiques sont importantes lors de la planification des programmes de prévention pour les blessures du tendon. En faisant donc une revue bibliographique sur PubMed, en mettant les mots-clés Child and tendinopathie, nous trouvons 352 publications. Si on prend comme majeur topic Child and tendinopathie, on trouve que 5 publications. Et si on fait cette recherche Children tendinosis, on trouve 393 publications qui se rapportent la majorité sur l'arthrite de l'enfant. Si sur Sciences Direct, il y a une seule publication, si on met comme mot-clé dans Child and tendinopathie, et cette publication, où on trouve dans cette publication les apophysites, les tumeurs, les fractures. Si on fait donc d'autres recherches en mettant d'autres mots-clés, on trouvera par exemple sur cet article Musculoskeletal Injury in Young Ballet Dancers, cette publication rapportée donc sur 476 sportifs âgés de 10 à 21 ans. Les données sur le diagnostic, le cycle de la lésion et l'étude de blessures ont été collectées et on trouve que 438 accidents ont été enregistrés et la majorité des blessures touchent les membres inférieurs et essentiellement les entorses de cheville. Le diagnostic le plus fréquent était lié au surmenage, donc c'est l'ostéochondrose et non pas la tendinite. Un autre travail intitulé Injury Patterns in Young Non-Professional Dancers, publié en 2011, rapportant c'est une cohorte de 1336 cas. C'est une étude descriptive. C'est des sujets jeunes de 8 à 16 ans. On trouve donc 569 des danseurs ont manifesté une blessure. Le temps écoulé entre la première et la deuxième blessure a diminué avec l'âge. Dans les tranches d'âge 8-9 ans, la tendinite du pied ou de la cheville a été rapportée et c'était la plus fréquente. Et dans la tranche d'âge 14-16 ans, la blessure du genou était la première cause sans savoir si vraiment c'était des tendinites ou non. Une autre étude, une étude échographique en comparant l'étude du tendon de 60 joueuses de volleyball contre une population témoin. On trouve une corrélation observée entre l'âge et l'épaisseur du tendon. Les mesures de sujets présentant une tendinite étaient plus grandes que celles des sujets sains. Le respect intra-observateur a été élevé. Les tendons rotuliens des athlètes sont élargis et épaissis, liés au surmenage. Pour revenir, il faut voir le développement de l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte miniature, c'est un organisme en croissance qui est vulnérable sur le plan physique, psychique et physiologique. Une pratique de sport inadaptée peut provoquer des lésions traumatiques temporaires, voire irréversibles. La vitesse du développement est irrégulière et elle dépend de plusieurs facteurs. L'enfant présente une structure fragile pour deux raisons. Les os grandissent plus rapidement que les muscles. Le squelette est composé d'une mosaïque de cartilage de croissance qui vont progressivement grandir et se souder jusqu'à constituer des os adultes. Cette fragilité est partiellement
compensés grâce à la solidité de l'enveloppe de l'os qui permet d'amortir les chocs. Les muscles représentent donc 20 à 25% du poids à la naissance pour devenir donc à l'âge adulte à 40%. L'enfant est peu adapté aux efforts intenses, mais la composition des muscles lui confère d'excellentes capacités d'endurance. Lors d'un effort physique, l'enfant présente une augmentation de la température interne du corps plus élevée que celle de l'adulte, avec une augmentation donc du risque de déshydratation. La solidité des tendons et des ligaments, qui sont plus solides que le cartilage de croissance, explique la rareté des tendinites vraies et des entorses au détriment des pathologies de cartilage de croissance. Ce qui diffère de l'adulte. Le périos des os de l'enfant est épais et les fractures sont rarement déplacées. Le cartilage de conjugaison est un point faible. Il est donc à l'origine, quand il y a des traumatismes violents, on peut avoir des fractures d'essalement épiphysaire. Sur le plan ligamentaire, il y a une laxité supérieure à celle de l'adulte, une solidité supérieure au cartilage de croissance, entraînant donc une rareté des entorses graves. Et cela, donc, on observe très exceptionnellement donc, une rupture des ligaments croisés chez l'enfant sportif. Les tendons sont plus solides que chez l'adulte, ils n'entraînent pas de pathologie dégénérative. Les tendinites vraies sont exceptionnelles. Par contre, les tendons entraînant fréquemment un arrachement de leur insertion osseuse, au niveau de l'épine iliaque antérieure-inférieure par exemple, on aura un décollement, un arrachement donc, du droit antérieur. Au niveau de la tubérosité ischiotique, ce sont les ischio-jambiers. L'hyperactivité sportive peut entraîner chez l'enfant des lésions spécifiques de l'appareil locomoteur. Les enfants s'orientent de plus en plus vers un sport déterminé, mettant ainsi en contrainte un même groupe ostéo-articulaire. Soumis à des tractions répétées, ce tendon peut être le siège de lésions spécifiques. Ces lésions sont de deux types, des lésions aiguës et des lésions chroniques. Les chroniques donc, qui sont secondaires à des micro-traumatismes, il existe une trentaine donc, de localisations spécifiques pour ces lésions donc, chroniques, appelées aussi épiphysites de croissance. Les exemples les plus fréquents, c'est au niveau du talon, c'est la maladie de Sévère. Au niveau de la partie inférieure du fémur, c'est Ginetti. Au niveau du genou, il y en a deux. La plus fréquente, c'est l'Osgood-Schlatter, à la tubérosité tibiale antérieure, et le Sandy Larsen à la pointe de la rotule. Les facteurs prédisposant à cette surcharge mécanique au niveau du tendon, c'est la surcharge pondérale, ou quand il y a une grande taille, un retard de maturation osseuse, une pratique intensive, précoce, répétitive du même geste, une fatigue et un défaut de vigilance dû à un mauvais équilibre dans les rythmes de la vie. Il y a moins de repos, il n'y a pas beaucoup de sommeil, une alimentation déséquilibrée. Si on prend par exemple la maladie d'Osgood-Schlatter, c'est un véritable avulsion du fragment cartilagineux de la tubérosité tibiale antérieure, attiré vers le haut par le tendon rotulien. Les aspects radiologiques diffèrent donc avec l'âge. Le diagnostic est avant tout clinique, ça survient plutôt chez les enfants de 10 à 13 ans. La douleur au départ elle est à l'effort, ne gênant pas la vie courante, puis deviennent de plus en plus présentes. Il y a d'être bilatérale le plus fréquemment. La tubérosité sur le plan clinique elle est saillante, la douleur à la pression, il y a une douleur aussi à l'extension forcée. La radiologie donc, permet donc de nous guider dans le diagnostic du stade de la maladie. L'évolution de ces pathologies est souvent lente, allant d'un mois à une année. Et il y a une nécessité d'une surveillance régulière de ces sportifs. Les aspects radiologiques, comme je viens de le dire, il y en a plusieurs, c'est en fonction donc, de l'âge de l'enfant. Vous voyez ici donc, ces apophysies de croissance au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. L'évolution se fait spontanément en 12 à 18 mois, elle est toujours favorable.
Exceptionnellement, on peut noter une épiphysiodèse spontanée de la tubérosité tibiale antérieure. L'évolution est toujours plus lente quand on n'immobilise pas. Ici, on a des séquelles, des excroissances au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. La deuxième maladie, c'est la maladie de Sanding-Larsen. C'est équivalent de l'os goutte, mais c'est à la pointe de la rotule. La traction, elle est secondaire à une traction importante du tendon rotulien. Cette affection frappe surtout le garçon de 10 à 13 ans et il présente des douleurs mécaniques à l'effort. Les aspects radiologiques allant donc c'est-à-dire au niveau de la pointe de la rotule, il y a des petites notifications à ce niveau. Les séquelles sont rares, elles sont morphologiques, parfois handicapant l'évolution du sportif. Il y a des séquelles de nos, c'est-à-dire c'est comme un nez. Le pied, au niveau du pied, donc il y a la thalalgie de sévère, c'est une atteinte du calcanéum. On peut avoir aussi une atteinte du scaphoïde tarsien, le scaphoïde accessoire aussi. Les sésamoïdes, la base du 5e étape. Mais l'âge de survenue est fonction de l'emplacement des poussées de croissance qui fragilise le cartilage qui grandit. La maladie sévère apparaît plus volontiers vers 9-10 ans car le talon grandit beaucoup à cette période. Le Sanding-Larsen donc vers 11 à 12 ans. Le Sgutschlater c'est entre 14 et 16 ans. Le traitement, c'est l'arrêt momentané de la pratique sportive. Les formes hyperalgiques, on est des fois mené à mettre des plates allant de 4 à 6 semaines avec une reprise de l'activité sportive, avec footing, natation, vélo. Il faut interdire les sports violents pendant 3 à 4 mois, interdire les sauts et les shoots. Les infiltrations locales de corticoïdes sont contre-indiquées. Il faut donc, chez ces sportifs, conseiller de faire des étirements sous-pelviens. Il faut une surveillance régulière de ces enfants. La prévention, c'est respecter le développement de l'enfant, être adapté au développement psychomoteur, psychoaffectif et physiologique. L'introduction d'un sport complémentaire est un excellent outil de prévention des pathologies liées à une activité sportive prédéterminée. Il faut doser la charge du travail par rapport à la tolérance, donc, qui reste le meilleur moyen de prévention. Le sportif doit s'alimenter, boire en fonction de son activité physique, le respect des caractéristiques individuelles de développement de l'enfant sportif, une éducation à l'hygiène de vie, une information nutritionnelle est nécessaire, un encadrement médical régulier permet d'améliorer cette prévention. En conclusion, la solidité des tendons et des ligaments qui sont plus solides que le cartilage de croissance explique la rareté des tendinites vraies et des entorses au détriment des pathologies de cartilage de croissance. Là où l'adulte aura une tendinite, l'enfant aura une ostéochondrose. Le traitement des tendinites est conservateur. Un programme de réhabilitation est le meilleur choix. Une fois de plus, on insiste sur le rôle préventif par les étirements et la nécessité d'être à l'écoute des plaintes du jeune sportif. Merci. Ils sont en rapport avec la réalité, les pathologies, permettant une nouvelle prise en charge des malades. Madame Arif a prononcé plus le mot vaisseau que le mot tendon. Donc il est grand temps qu'on arrête d'enseigner l'anatomie qui ne prépare pas à la compréhension de la physiopathologie. C'est là que je réponds à votre question. Merci. C'est plutôt un commentaire. Est-ce qu'il y a des questions pour les différents orateurs par rapport à la physiopathologie, par rapport au diagnostic différentiel, aux examens complémentaires? Moi, je voulais poser une question à Mme Belarifa. Son expérience sur l'étude des tendons chez des enfants. Les tendons, enfin, ce que j'ai vu personnellement, Oui. c'est essentiellement des autres chatelles. Essentiellement. Je parle de ce que je parle de Je vais donner une deuxième
à l'embryologie du tendon. Comment naît un tendon? Comment il croît? Connaissant la croissance des os. Mais comment croît un tendon? Avec quelle proportion? Quelles sont ces manières de croître? Toute l'embryologie pour pouvoir ensuite parvenir pour savoir si cette évolution était normale, anormale, si cette évolution est différente. Non, non. Honnêtement, non. Je n'ai pas de connaissances en matière d'embryologie, puisque on ne voit pas beaucoup d'enfants. Théoriquement, ça pourrait expliquer les sujets prédisposés à faire des tendinopathies, des facteurs intrinsèques, j'imagine. Mais en matière d'imagerie, on s'intéressait plus à l'anatomie et aux mécanismes physiopathologiques pour qu'on puisse comprendre. Et ça, je pense que c'est très important qu'on revient encore, qu'on remonte plus haut dans l'histoire du tendon pour qu'on puisse comprendre plus l'imagerie du tendon. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Dr Aleta, surtout pour parfois la discordance entre l'imagerie et la clinique. On connaît que les études histologiques n'ont pas montré de véritable existence de fibres nociceptives dans les tendons. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'environnement du tendon. C'est les bourses, c'est les gaines synoviales, c'est les vinculés, c'est les poulies, si vous voulez, où il y a vraiment des fibres nociceptives. Ça ne veut pas dire que le tendon n'est pas innervé dans le plan sensitif, non, il est riche en innervation proprioceptive, mais c'est surtout l'innervation sensitive nociceptive, elle est dans son environnement. C'est pour ça qu'il y a des quarto-rotateurs rompus qui ne sont pas douloureuses, mais qui sont douloureuses par les bursites. Les bursites sont très douloureuses, et ça peut expliquer en partie la discordance anatomo-clinique, je veux dire radio-clinique à ce moment-là. D'ailleurs, même sur le plan clair, ce qu'on voit comme hypervascularisation, c'est essentiellement péritondineuse. On voit une hypervascularisation intra, mais c'est rare, très rare. Ce qu'on voit essentiellement, c'est les phénomènes inflammatoires autour du tendon et au niveau des parois des bourses quand il y a une bursite. Parce que la vascularisation du tendon, elle se fait par des artères qui viennent du muscle vers le tendon et de l'os vers le tendon. Et la zone intermédiaire, elle est hypovascularisée. C'est vraiment intra-tendineux. Je complète simplement que le tendon est riche en lymphatique. Et que le problème de l'œdème se pose, ce n'est pas un double lymphatique qui n'arrive pas à résorber. Les personnes s'est inquiétées de savoir la situation du lymphatique dans ces œdèmes. Donc vous voyez que le tendon est à reprendre. Merci beaucoup. On va lever la séance vu qu'on est déjà en retard de 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma présentation va porter sur un panorama thérapeutique du traitement conservateur, les actualités dans ce cadre-là. Donc, le traitement des tendinopathies et la tendinopathie elle-même, c'est un sujet où il y a beaucoup de confusion. Vous l'avez bien compris ce matin. La physiopathologie n'est pas parfaitement élucidée, il y a plusieurs théories. Et ça va contribuer à la confusion dans les traitements. Et le traitement va être difficile à mettre en place parce qu'il y a une multitude de paramètres qui vont faire que cette prise en charge va être assez complexe. On a la compréhension elle-même de la physiopathologie n'est pas parfaitement élucidée. Le début de la tendinopathie elle-même, il est négligé souvent, passé inaperçu, donc il va compliquer les choses. L'imagerie donne plutôt un aperçu anatomique moins fonctionnel, quoique l'IRM donne une étude à peu près biochimique de l'état des choses. Et puis surtout, les traitements conservateurs ne sont pas protocolisés. Tout ça fait que c'est assez compliqué à évaluer. Donc le thérapeute, il aura deux missions. La première, c'est de faire le bilan lésionnel, c'est-à-dire quel est le type de la tendinopathie qu'on va prendre en charge. Et puis le deuxième problème qu'il faudra résoudre, c'est le bilan étiologique. Pourquoi mon sportif, il a cette tendinopathie qui est apparue? Et bon, le type, c'est il faut identifier les formes anatomo-cliniques. S'agit-il d'une lésion de la jonction myotendineuse, ou bien une tendinopathie corporeale, ou bien une atteinte du péritendon, que ce soit aiguë ou chronique,
ou bien une atteinte des bourses tout autour du tendon, ou s'agit-il d'une lésion de l'anthèse tendineuse. Tout ça aura une répercussion importante dans le choix du traitement à proposer. Deuxième problème à résoudre pour le thérapeute. Pourquoi a-t-on cette tendinopathie? S'agit-il d'un problème de friction, de conflit, où on aura plutôt des ténosynovites et des bursites, parce que le tendon dans sa gaine va être en conflit avec la chaussure par exemple, ou avec un relief anatomique qui va faire souffrir le tendon et entraîner une tendinopathie. Deuxième cas de figure, où on peut penser à un excès de traction, donc une sollicitation maximale de son tendon, que ce soit par son intensité ou par sa répétition inadaptée, on aura des tendinopathies corporeales et des antisopathies. C'est la répétition de ces sollicitations qui va aboutir à terme à une rupture tendineuse. Ce déséquilibre-là peut être dû à des facteurs extrinsèques, c'est l'entraînement, les sols de pratique, la chaussure et parfois la iatrogénie. Et puis il y a des facteurs intrinsèques, il y en a ceux sur lesquels on peut agir, il y en a d'autres qui nous dépassent, tel que l'âge. Et puis, parmi les facteurs intrinsèques importants, il y a ce déséquilibre entre la force musculaire qu'on a tendance à développer chez le sportif, sans penser à augmenter la résistance du tendon correctement. Et ça fait un déséquilibre entre la masse musculaire et le tendon. On voit ce jumeau qui, là, probablement un strapping pour un tendon rotulien qui souffre un petit peu. Et donc, pour résumer, pour cadrer les choses, de la rupture tendineuse à la cicatrisation complète, c'est un procédé qui est assez lent. 20 semaines, c'est 6 mois minimum. Où on a une phase inflammatoire qui va être très courte, une semaine on va dire, puis une phase de reconstruction cellulaire, et là je vais déjà annoncer la couleur où là, ce n'est plus une affaire de médicaments, mais c'est une affaire de rééducation. Et puis il y a une phase de remodelage tendineux qui va se prolonger longtemps, de 6 mois à 1 an, et donc là aussi c'est une affaire de rééducation. Et là, quelle est la réalité des choses? On va voir. Donc la prise en charge, traitement conservateur, il ne faut pas oublier que les sportifs, ce sont des patients. Donc ils peuvent avoir des problèmes d'articulation voisine qui souffrent. Ça peut être une lésion musculaire associée, ça peut être une pathologie neurologique, métabolique, inflammatoire. Donc il faut faire le diagnostic différentiel avant de se lancer dans une thérapie. Le but de traitement aura deux optiques. C'est d'aider la cicatrisation tendineuse, l'accélérer dans le sport de haut niveau parce qu'il y a des contraintes derrière, et puis calmer la douleur du sportif. Mais ça va se heurter à un voire deux problèmes, une pauvreté de vascularisation, tout est affaire de vaisseau, et puis il y a une lenteur de cicatrisation qu'il faut essayer d'améliorer. Donc le traitement conservateur, on peut le scinder en deux parties. Il y a le traitement pharmacologique, qui est assez bien fourni, et puis il y a la thérapeutique non pharmacologique. Il ne faut pas se réjouir de la multitude des thérapeutiques possibles, ce n'est qu'un témoin qu'il n'y en a aucune qui est efficace à 100%. Du moment qu'ils sont multiples, c'est qu'il n'y a pas une qui a fait ses preuves définitives, et donc ce traitement conservateur manque d'efficacité validée par des protocoles selon les normes de l'evidence-based medicine. Donc le traitement pharmacologique, tout le monde a prescrit un jour un anti-inflammatoire pour une tendinopathie, mais on a vu qu'à la physiopathologie, il y a une réaction inflammatoire qui est mineure, initiale, et qui n'est pas prolongée. Donc ça va être plus efficace dans les antiosopathies et dans les péritendinites aiguës, et garder à l'esprit qu'il y a des effets indésirables qui sont, indésirables qui sont non négligeables, au point que la FIFA a sonné la sonnette d'alarme quant à la quantité de consommée des joueurs par rapport aux anti-inflammatoires, donc il faut limiter leur prescription. D'autant plus que leur efficacité elle est limitée dans le temps, malgré tout ça, la large utilisation reste prépondérante et insuffisamment justifiée. Quand est-ce qu'on peut utiliser au mieux les anti-inflammatoires? C'est pendant la phase première de l'apparition de la lésion, dans la lésion récente, pour une courte durée. Elle peut être répétée dans le temps, puisqu'on suppose qu'il y a de façon régulière des lésions récentes qui vont pouvoir apparaître, surtout chez ou si on ne le reconnaît pas respecté. Certains auteurs avancent que le Doppler peut nous aider à identifier l'hypervascularisation qui est le témoin de la réaction inflammatoire initiale,
et ça pourrait justifier mieux cibler la période où on peut prescrire les anti-inflammatoires, quoique il y a d'autres études qui montrent que cette hypervascularisation, elle peut persister même dans les tendinopathies chroniques, et donc ça reste pas, c'est pas très, très validé tout ça. Il vaut mieux peut-être privilégier les formes locales d'anti-inflammatoires, parce que les traitements topiques anti-inflammatoires, ils ont moins de complications. Ils ont démontré lors d'études une bonne concentration tissulaire locale sur le tendon qui est généralement accessible à une application locale. Mais bon, ils n'ont pas montré une supériorité par rapport à une pommade homéopathique. L'homéopathie a été étudiée dans certains travaux. Dans ce travail-là, c'est un travail allemand, où les auteurs ils ont comparé une pommade homéopathique à une pommade faite d'une concentration à 1% de diclofénac. Ils ont trouvé que, ça c'est la constitution, les différents constituants de cette pommade, qu'il n'y a pas une supériorité de la pommade anti-inflammatoire par rapport à une pommade homéopathique, voire une petite supériorité de cette pommade homéopathique. Et donc l'homéopathie, elle a une place dans ce cadre-là, notamment parce qu'il n'y a pas une nocivité, et on a tout à gagner et rien à perdre à appliquer une pommade à base de produits homéopathiques. Il y a certains produits homéopathiques de base qui sont largement utilisés dans le sport, arnica, apis mellifica, tout ça. Je pense que même si on n'est pas convaincu de l'utilité de prescrire un traitement homéopathique, moi je le conçois comme un traitement que je peux prescrire à un sportif pour éviter de lui donner un anti-inflammatoire non stéroïdien, pour donner quelque chose et éviter de prescrire un anti-inflammatoire. Donc il a quelque chose à prendre, et puis on peut traiter par les autres moyens thérapeutiques dont on dispose. Il y a parmi les traitements qu'on peut utiliser qui paraissent intéressants, il y a des patchs de trinitrate glycérique. C'est l'application de 2 patchs d'oxyde nitrique qui ont la caractéristique de stimuler la synthèse de collagène, donc c'est assez intéressant en concept. Et donc ça permet une diminution des douleurs. Ça a été surtout étudié et utilisé dans les tendinopathies de l'épaule, de l'épicondyle et du tendon achillien. Dans certaines études comparatives contre placebo, montrent que c'est assez efficace par l'application d'un patch tous les jours. Ça n'implique pas forcément l'arrêt du sport, et ça donne des résultats très intéressants et prolongés dans le temps à partir de la 12e semaine. Et puis il y a un gros chapitre, c'est les traitements locaux injectables. Il y a une multitude de produits. J'ai sélectionné les plus traités dans la littérature. Je commence par les injections de corticoïdes. C'est assez fréquemment fait, utilisé, répandu, mais toujours sujet à controverse. L'action réside dans leur effet sur la production des protéines inflammatoires, et donc ils seraient plus efficaces dans les tinosynovites et dans les bursites. Il y a une multitude de produits qui se diffèrent par leur puissance anti-inflammatoire, par leur durée d'action. Il y en a qui sont produits retard, action rapide, etc. Ces produits-là ont été utilisés surtout dans les épicondylalgies et dans les tendinopathies achilléennes. Ils ont montré une meilleure efficacité à 6 semaines, mais cet effet-là, il est décevant, leur efficacité elle est décevante à 6 mois. Et puis, certaines localisations sont à éviter, telles que les tendons à proximité de relief osseux, parce que ça risque de fragiliser beaucoup les tendons et augmenter le risque de rupture. Et dans les tendons qui sont soumis à de fortes contraintes, telles que le tendon rotulien et le tendon achillien, aussi pour le risque majoré de rupture tendineuse. Les recommandations, c'est d'éviter les produits retards, tels que l'hexatriol, le triamcinolone. Limiter les quantités injectées, ne pas dépasser 1 ml. Éviter les répétitions, si ce n'est pas efficace en une seule injection, il ne faut pas répéter. Et puis, il y a un repos sportif obligatoire, minimum de 10 jours selon ces auteurs-là, parce que pour diminuer encore une fois le risque de rupture tendineuse. Et puis la rupture ne peut être conçue qu'après une disparition totale de la douleur et une période de reconditionnement tendineux, une rééducation qui est basée essentiellement sur les étirements musculo-tendineux. Ce qu'il faut retenir par rapport aux tendinopathies, c'est qu'il y a un besoin de repos sportif après injection. Ça, c'est pas discutable. On n'injecte pas aujourd'hui, il joue demain. Il n'y a pas d'injection intratendineuse. C'est contre-indiqué de faire des injections intratendineuses. Il faut aussi, chez les sportifs, respecter la réglementation antidopage. Ces produits-là, leur usage, il est soumis à une déclaration d'usage thérapeutique. J'injecte, mais je faxe, je dis que j'ai injecté à mon sportif au niveau de son tendon X. En sport, leur utilité, elle est reconnue.
mais elle n'est pas validée sur un plan scientifique. Ils sont souvent utilisés pour passer un cap aigu, notamment pour débuter la rééducation, et il faut garder en tête qu'ils risquent de nuire à la cicatrisation tendineuse. Autre produit injectable, il y a l'injection d'acide hyaluronique. Ça a été fait pour les problèmes articulaires. Dans les tendons, on commence à le faire dans le péritendon, 1 à 2 injections. L'action thérapeutique, c'est d'isoler le tendon des phénomènes inflammatoires, d'améliorer sa course, et donc ça se conçoit surtout dans les problèmes de conflit tendineux. La sclérothérapie, c'est des injections de polydoucanol dans le péritendon sous guidage Doppler pour détruire la néovascularisation qui est responsable de douleur. Ça a été surtout fait dans le tendon d'Achille. Après 2 injections, on a démontré que la néovascularisation disparaît parallèlement à l'amélioration des patients, et ce résultat se maintient à 2 ans. Il y a besoin d'un repos minimum de 3 jours pour pouvoir reprendre progressivement une activité sur 2 semaines de préparation avant de reprendre une activité presque normale. Mais l'utilisation chez les sportifs de haut niveau, elle est quand même limitée. C'est surtout des tendinopathies de sportifs lambda. La toxine botulique, c'est une mise au repos forcée du tendon, donc pour laisser le tendon le temps libre à la cicatrisation, surtout dans les épicondylites, mais c'est un concept qui est peu séduisant en milieu sportif parce qu'il y a une parésie, il y a un délai assez prolongé de perte de force musculaire, et donc ce n'est pas très répandu dans les milieux sportifs. Il y a la protéinine. La protéinine, c'est une protéine extraite, c'est un inhibiteur de certains enzymes protéolytiques qui est découverte en 1928, extraite de la parotide de bœuf, puis à partir de plusieurs d'autres tissus. L'utilisation thérapeutique, elle a commencé en 1953 dans les pancréatites aiguës et dans les états de choc hémorragique fibrinolytique. L'action thérapeutique réside dans l'activité antifibrinolytique qui diminuerait le catabolisme du collagène. L'AMM, uniquement pour les syndromes hémorragiques fibrinolytiques, donc utilisé hors AMM dans les tendinopathies achilléennes depuis les années 70. C'est des 5 injections de 2 ml toutes les semaines, dans le péritendon, préférentiellement à la face médiale. Le problème de la protéinine, c'est des allergies localisées. Certains préconisent qu'il faut espacer, au lieu d'1 semaine, faire peut-être 1 mois pour diminuer le risque d'allergie, mais il n'y a pas de risque de rupture avec ce procédé-là. L'amélioration, elle est généralement obtenue après la 2e injection, et le taux de bons résultats entre 75 et 85%. Les meilleures indications, c'est lorsque le tendon est épaissi dans les tendinopathies nodulaires, antésiopathies, ou dans les tendons épaissis pour essayer de limiter leur épaisseur. Autre procédé injectable, c'est des injections de dextrose, de glucose hypertonique, ça s'appelle la prolothérapie, et le but, c'est d'irriter le tendon pour entraîner la cascade de guérison. C'est toute la cascade qu'on a vue au début. Et donc, c'est un peignage médical, si je peux le dire, c'est forcer le tendon à se cicatriser lui-même. Des injections, 4 à 6 injections espacées, fait surtout pour le tendon d'Achille, et on a une satisfaction de 95% chez les sportifs. Mais les études sont sur les tendinopathies, mais il n'y a pas d'études chez les sportifs. C'est difficile de concevoir des études médicales de qualité chez les sportifs parce qu'ils ne sont pas accessibles à ce genre d'études. La mésothérapie, c'est un complément thérapeutique plutôt. Elle utilise des anti-inflammatoires injectables mélangés avec des myorelaxants, des anesthésiques locaux. Le principe, c'est de mettre peu de produits, mais au bon endroit. Dans le mésoderme, on regarde du tendon pathologique, mais je pense que c'est un produit pour passer un cap et pour jouer le match du dimanche, pour faire passer la pilule et soulager la douleur. Mais avant, il faut être sûr qu'il n'y a pas une lésion grave qui risque de rompre si on le fait jouer. Dernier procédé en cours et qui est assez prometteur, c'est le plasma riche en plaquettes. Je vais me permettre d'aller parce que ça va faire le sujet d'une conférence l'après-midi, mais c'est quelque chose qui est très utile et innovateur, et c'est le sujet de plusieurs publications, et il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse concernant ce procédé, mais il est en train de prendre beaucoup de place dans la panoplie thérapeutique de tendinopathie chez les sportifs. On laisse ça pour l'après-midi. Là, je vous présente une étude où les auteurs, quand même, Lancet, ils ont fait une étude comparative sur l'efficacité et la sûreté
des injections de corticoïdes comparativement aux autres thérapeutiques injectables que j'ai présentées. Et sur le court terme, si on compare les corticoïdes par rapport à une physiothérapie ou à une étude expectative, le court terme pour les auteurs c'est entre 1 mois et 3 mois, le moyen terme c'est 3 à 6 mois et le long terme c'est de 6 mois et plus. Sur le caractère douleur, les corticoïdes ils ont montré une supériorité à court terme, donc ça soulage rapidement, mais à moyen terme et à long terme, c'est moins bon que de ne rien faire. Donc, ça fait une idée. Les corticoïdes, si on compare maintenant tous les protocoles thérapeutiques entre eux, que j'ai présentés, aussi bien pour le caractère douleur et pour le caractère fonction, pour les épicondylites, coiffe rotateur, patella et tendon d'Achille, à court terme, les corticoïdes, ils ont un pas d'avance sur l'efficacité, mais à la phase intermédiaire et à long terme, ils sont moins efficaces. Bon, là, à long terme, toutes les études n'ont pas assez de recul, donc il ne faut pas faire une conclusion. L'avenir réside peut-être dans les injections de ténocytes autologues. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir, notamment ce cas-là, c'est un athlète, un gymnaste de haut niveau, qui a eu un problème de tendinopathie au niveau de sa coiffe, qui a pu reprendre après injection de ténocytes autologues. C'est une voie d'avenir. Après les traitements non pharmacologiques, il y a les traitements non pharmacologiques. Le repos. Le repos doit être relatif parce que le sportif doit être prêt à la reprise sans perdre trop de temps, mais cette notion de repos relatif, elle est difficile à imposer dans le quotidien. Ça peut être aidé par les contentions et les orthèses, en respectant la biomécanique de chaque tendon. Les traitements physiques sont multiples, ils seront détaillés par mon ami Dr Jalel tout après, mais il faut retenir que la pierre angulaire, c'est le travail excentrique. C'est vraiment ce qui marche le plus. C'est la pierre angulaire de la prise en charge. Sans elle, ça ne va pas tenir et ça ne va pas marcher, et le tendon risque de rompre. Les autres aspects de la prise en charge, c'est agir sur la qualité de l'entraînement, les qualités de l'équipement. Donc, un sol non adapté, il y a le phénomène de résonance lorsqu'on court, il y a une onde de choc qui va se transmettre au niveau du tendon, il y a les semelles qui peuvent amortir les ondes de choc, il y a la qualité de la surface de jeu, les strapping, tout ça, ça peut être intéressant à considérer. L'alimentation, certains auteurs présentent que l'alimentation riche en histamine, en tyramine, qu'on retrouve dans certains éléments, tomates frites et concombres, et les conserves, est à éviter parce que richement en histamine, ça fragilise le tendon. Donc c'est pas contre-indiqué, mais c'est à éviter notamment lorsque la charge elle est très importante et lorsqu'on a une tendinite qui apparaît, sans oublier l'hydratation. Tout ça, c'est des éléments plutôt rentrent dans la prévention que dans le traitement d'une tendinopathie. Et en conclusion, je dirais que aucun traitement n'est efficace parce qu'ils sont plusieurs et les recherches selon l'evidence-based medicine n'ont pas montré une supériorité réelle d'une technique par rapport à une autre. Quoique le travail excentrique, c'est lui qui a un pas d'avance sur les autres. Le protocole, il faut pour que ça soit clair, c'est quelque chose d'assez lent. Ce n'est pas un traitement d'une semaine. La cicatrisation prend 1 an, mais donc il faut prendre le temps de bien soigner. Mais le milieu sportif, il y a beaucoup de contraintes. Le sportif veut rejouer, l'entraîneur veut son joueur, le président veut le résultat, cherche le résultat. Pour raccourcir les délais, la science médicale, il y a toujours des nouveautés qui sortent. La rééducation, c'est vraiment la base, et c'est ce qui marche le mieux et le plus longtemps. Et donc, une action complémentaire, c'est l'action sur le terrain, l'hygiène de vie et le choix du matériel. Aucun élément ne doit être négligé pour pouvoir aboutir à la performance qu'on cherche tous. En conclusion, je dirais que vaut mieux éviter les agressions, je veux dire les agressions contre les tendons. Le tendon, il est fragile parce que tout simplement, il n'y a pas de traitement miracle et efficace. Et merci.